Alors, revenons un petit peu sur, bon, là j'ai parlé sur ces épisodes du passage de Londres à Paris et bon, des circonstances qui y ont conduit. Mais il reste quand même que, à cette époque-là, puis même déjà ici, au département d'anthropologie, enfin celui qui allait devenir département d'anthropologie, peut-être moins senti un peu, beaucoup plus net quand je suis revenu de mes études de doctorat en Europe. D'ailleurs, je ne suis pas resté des lustres. Hein. Il faut bien comprendre que le système français me permettait, j'ai fait une année après ce MPhil à Londres, j'ai fait une année à l'école des hautes études en sciences sociales, et puis je pouvais ensuite revenir ici. Mais donc, dans les débats qui avaient cours à ce moment-là, il est évident, bon, il y avait une personnalité et une intellectuelle et anthropologique qui était devenue déterminante et majeure dans tous les débats. C'était Claude Lévi-Strauss, qui présentait toute une démarche sur la cognition, sur les structures mentales, sur toutes ces questions-là. D'ailleurs, ça m'amenait, moi, par toutes sortes de chemins aussi, là aussi, toutes sortes de sentiers intellectuellement. Parce que c'est sans doute à travers Lévi-Strauss, c'est assez curieux de dire ça, parce que Lévi-Strauss a été vu ensuite comme quelqu'un qui avait plus ou moins figé les réalités sociales dans un univers qui était l'univers de la cognition. Ça m'a amené quand même le débat, les choses, Lévi-Strauss à m'intéresser beaucoup à la structure linguistique. Ça m'a toujours un peu... d'abord, les langues m'intéressent. Je n'ai jamais eu de compétences majeures dans beaucoup de langues, mais j'en ai essayé plusieurs. Et comme me disait un de mes camarades un jour, j'ai beaucoup de difficultés à parler les langues. Je ne parle pas de langue facilement, mais je peux te dire que je peux me demander à manger dans 12 langues différentes. L'idée étant que du moment qu'on arrive à bricoler, ce que j'ai pu faire, mais la linguistique, la structure linguistique, le langage m'intéressait, et le chemin lévi-straussien m'a conduit à Noam Chomsky, qui est évidemment à ce moment-là grammaire générative, etc. C'est toute cette idée de la cognition toujours, et des structures qui construisent. Mais évidemment, Chomsky, dans d'autres parties de sa vie et d'autres phases, et jusqu'à aujourd'hui, est aussi plus près de moi, non plus du côté de la cognition, mais du côté des positions à caractère politique et de gauche, et qu'on a traité souvent d'extrémistes, mais qui est quand même très structuré dans la façon dont il traite du social. Mais il est parti de la linguistique et de structure mentale. Donc, il y avait Lévi-Strauss, et puis effectivement, des gens qui se sont mis à penser l'anthropologie en rapport avec la structure et les travaux de Lévi-Strauss, mais aussi en opposition à Lévi-Strauss. Et là, on est retourné à Marx, etc. Et moi, qui travaillais sur l'Afrique, des gens comme Claude Meillassoux, comme Jean Coppens, par exemple, et d'autres, m'ont alimenté aussi, et faisait partie du débat. Et on pouvait le retrouver beaucoup plus tard ici au département d'anthropologie aussi, où c'est anthropologie à Laval, mais aussi à Montréal et ailleurs. Donc, ces rapports, à une certaine époque, des années 70, 80, on est vraiment dans le débat, et pas rien que le débat, les prises de position plus ou moins marquées entre les tenants d'un côté du structuralisme et de l'autre côté des différentes moutures du matérialisme historique ou du marxisme, et qu'on trouve aussi aux États-Unis, à l'époque également, très important aussi. Donc, ceci était, puis comme je dis, ça rejoignait un certain nombre de positions que je pouvais faire, non seulement de positions, mais de certains liens que je pouvais faire entre
mes études et aussi tous les aspects de la vie quotidienne, parce que un anthropologue, ça, comme je l'ai dit, je suis parti de mes différences, ça réfléchit sur les différences. J'ai passé ma vie à étudier des différences, mais en même temps, c'est aussi un lieu où un anthropologue, voyant les différences, on peut les regarder de façon abstraite, on peut les construire dans de la théorie, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, mais on peut également les construire comme citoyens dans sa société. Et ça, pour moi, ces liens-là sont fondamentaux et ont duré tout le temps de ma vie et sont au cœur de ma carrière même, je dirais, à bien des égards. Donc, la nécessité de mettre ensemble, de joindre, d'avoir des activités communes, de faire en sorte qu'il y ait de l'action, et non pas seulement de la représentation, mais de l'action. Pour moi, c'est crucial. Et c'est tellement crucial que dans tous mes moments de travail, de carrière, de recherche, j'ai fait de l'art et l'artisanat mon mémoire maîtrise. J'ai fait de la transmission des connaissances avec les forgerons. J'y viendrai peut-être un peu au Nord Cameroun, un autre élément de mon cheminement intellectuel. J'ai travaillé avec des médecins dans différents contextes, là aussi. Et donc, la trajectoire que je peux voir se dessiner après coup, même si je le faisais de façon plus ou moins consciente au fil des années, c'est l'importance accordée au faire, à l'action, au fait de faire, de fabriquer ou d'intervenir d'une manière ou de l'autre. Et ça, pour moi, c'est déterminant. Et c'est déterminant à un point tel, d'ailleurs, que dans ma vie d'enseignant, à toutes sortes d'égards, j'ai utilisé constamment le fait de faire comme un élément qui pouvait faire comprendre ce que faisait l'anthropologue dans tous les cours. Je viendrai peut-être là-dessus ultérieurement. Alors, une fois l'épisode, donc, passage de Londres à Paris terminé, je reviens au Québec, j'aurais obtenu un doctorat de Paris, avec Paul Mercier comme directeur, comme je disais tantôt, et un des membres du jury, entre autres, Georges Balandier. Et, bon, j'étais tout seul là-bas. Il y avait peut-être deux, trois étudiants qui étaient de passage dans la salle, mais j'étais un étranger qui passait dans la moulinette des centaines de doctorats que ces gens-là brassaient annuellement. Hein? Alors, j'étais un parmi tant d'autres. Mais en même temps, j'ai eu l'occasion là aussi de faire en sorte de brasser un peu les choses, en particulier avec M. Balandier, qui a voulu, à un moment, pour toutes sortes de raisons, je passerai là-dessus, mais me tenir un peu la dragée haute. Et là, je l'ai serré un peu brusquement, parce que je ne me laissais pas embarquer comme ça. Là. Mais bon, ceci dit, cet épisode-là étant fini, je complétais un doctorat. J'étais en rédaction de thèse de doctorat et il s'agissait ensuite de trouver où est-ce que j'allais aboutir ou tomber comme nouveau docteur, anthropologue, dans quel département. Et spontanément, comme je l'ai dit, bon, je suis de Québec, j'ai grandi dans cette ville, j'y avais étudié comme étudiant en sociologie, en anthropologie. D'emblée, je me voyais ici, dans cette université, à l'Université Laval. Mais encore faut-il que les occasions s'y prêtent. Et là aussi, j'ai eu de la chance. Il se trouvait que quand je suis en rédaction de thèse et que je termine mon doctorat, mon camarade avec qui j'ai fait mon premier terrain en 66, et on est en 74,
74-75 à ce moment-là, mais en 66, mon premier terrain sur la base Côte-Nord avec Yvan Breton. Yvan Breton est, lui, actuellement, à ce moment-là, le directeur du département. Et Yvan, il y a comment je dirais, il y a un modus qui s'opère là, actuellement, à ce moment-là. Il y a plein d'effervescence. Il y a des postes éventuellement qui s'ouvrent. Il faut quand même les obtenir de haute lutte. Et Yvan avait énormément de qualité pour aller chercher et à profiter vraiment de momentum, comme on dit, là, pour aller chercher quelques postes. Et j'ai été dans ceux-là. Vraiment, donc je dois à Yvan Breton d'avoir été engagé, en fait, comme professeur en 1975 à l'Université Laval. Donc, c'est des chemins qui donnent des opportunités et qui, bon, j'ai jamais rien planifié, là. Tout se fait, mais en même temps, quand les choses se présentent, je suis capable de réagir. Mais j'ai rien planifié. Alors, mais il reste quand même que c'était une autre... puis ça a été donc déterminant dans la mesure où c'était ma carrière qui en a dépendu ensuite. Et je continuais à ce moment-là aussi de travailler avec Renaud Santerre sur le Cameroun, de diriger des équipes de recherche sur le terrain dans ce contexte-là. Donc, une carrière, dans le fond, qui est très, très fort axée sur l'Afrique dès la maîtrise et par la suite, qui durera jusqu'à 86, 87 par là, de façon plus ou moins continue, c'est-à-dire, aller-retour sur le terrain en fonction des activités académiques, et essentiellement au Nord Cameroun, donc dans une région où on est en région sahélienne, dans laquelle se trouvent à la fois des gens qui sont chrétiens ou influencés par le christianisme d'un côté, qui sont le plus souvent proches de la magie de la sorcellerie, plutôt, et entourés d'un autre groupe, parce que ceux avec qui je travaille, les Mofari, sont, comme je dis, parfois chrétiens, mais souvent plutôt dans ce qu'on appelle le registre magico-religieux, et sont entourés des Fulbés, qui, eux, sont, ou des Peuls, comme on dit aussi en d'autres contextes, qui sont essentiellement d'obédience musulmane. Donc, c'est dans cet monde-là que je vis, que j'ai vécu pendant plusieurs années à différents moments, le plus longuement étant l'équivalent de à peu près 1 an et demi, au moment où je faisais mon doctorat ou un peu avant. Donc, des lieux qui ont été déterminants, mais vraiment déterminants dans ma vie. Pour moi, le Nord Cameroun ou l'Afrique, que je continue de fréquenter à travers la littérature désormais, ont été vraiment déterminants dans ce que je suis, dans les enseignements que j'ai donnés, bien sûr, mais dans tout ce que je suis devenu comme individu. Et je l'ai souvent dit à des Africains amis, je ne serais pas celui que je suis si je n'étais pas passé par ce contexte africain. C'est très pesé ce que je dis, c'est très profond. J'ai appris là, non seulement avec ma différence au départ, j'ai appris qu'il y avait des différences, mais j'ai appris aussi les fondements de ce que c'est également que l'amitié, puis de ce que c'est que la cohésion entre les humains. C'est vraiment très important. Et évidemment, avec toutes sortes de choses, je ne veux pas magnifier ou
le contexte africain, il y a beaucoup de tensions là comme ailleurs, mais il reste quand même que il serait parfois fort utile que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on puisse prendre nos citoyens du Québec et les transplanter quelque temps dans des contextes africains. Je prends ceux-là d'abord, pour qu'ils prennent distance par rapport à toute une série de contraintes dans lesquelles ils s'enferment et qu'ils pourraient très facilement minimiser. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en Afrique. Évidemment, la vie la vie en Afrique, non seulement en termes d'espérance de vie, mais la vie est une chose très fragile et très... mais il y a une volonté d'être, puis il y a une... bon, les gens appelleraient ça de la résignation en face de la vie, mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans de rassurant et de plaisant que j'ai retrouvé un peu avec les moines bouddhistes dont je parlerai en Thaïlande, avec l'idée qu'on doit pouvoir prendre recul par rapport à soi et être à soi au moment où on est là, et non pas se projeter trop dans l'avenir ou regarder trop avant. Donc, cette idée du maintenant est très importante et elle se décline pas de cette façon-là dans le contexte africain, mais elle dit aussi cela. Parce qu'encore une fois, les conditions de vie sont très lourdes. Anecdote au passage, je fais du sport depuis fort longtemps. Je n'ai jamais cessé d'en faire. Et quand je suis au centre au PEPS, ici à l'Université Laval, j'ai vu souvent de jeunes mâles dans les toilettes qui utilisent les douches et qui les utilisent et s'en vont et le laissent couler. À chaque fois, ceci me heurte profondément parce que moi, j'ai vécu dans un contexte de Nord-Cameroun où l'eau est une denrée rare, où, parce que j'étais le Blanc qui s'était construit une maison, une case dans la montagne, on envoyait, évidemment, une petite fille avec un seau d'eau qui pouvait renfermer peut-être 10 litres d'eau, qui allait chercher à 3 km l'eau par 40 degrés et qu'il rapportait sur sa tête alors que l'eau lui pissait dans le front parce qu'il faisait très chaud et qui me donnait cette eau-là. J'ai appris ce que c'était que l'eau et de se laver avec de l'eau. Évidemment, je suis plutôt, et je m'en fais un plaisir, je suis plutôt mince. Alors, j'avais besoin de moins d'eau. Et j'ai blagué souvent avec mes amis en disant, c'était facile. Pour me doucher, j'envoyais les 10 litres en l'air et je faisais simplement un peu de danse hawaïenne et je prenais ma douche comme ça. Donc, l'eau est quand même, au-delà de cette blague, l'eau est une donnée fondamentale. Et c'est là qu'on voit, quand je parle de ce rapport, le rapport qu'on a, et on le sait, toutes les statistiques le montrent, le Canada est un des pays les plus lourdement consommateurs d'eau, et les Québécois dans le Canada sont les plus lourdement consommateurs d'eau. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui me... Et c'est pour ça que je dis que ce serait utile, parfois, que les gens soient placés dans des situations où on doit apprendre à vivre, puis on peut le faire avec minimum, et à s'ajuster, et ça nous aide ensuite, dans d'autres contextes, à mieux saisir, à mieux comprendre, puis à prendre recul également. C'est ça l'anthropologie également aussi. Hein. Donc, je suis engagé à l'Université Laval, je commence à enseigner, etc. Et comme le terrain, pour moi, est quelque chose de déterminant, déterminant parce que, c'est dans l'air du temps, puis à l'époque, on ne pouvait pas être initié si on ne faisait pas de terrain, là, c'était évident. Ceux qui faisaient du travail en bibliothèque étaient considérés presque je ne dirais pas des parias, mais étaient des anthropologues de seconde classe.
Alors, il fallait vraiment aller sur le terrain. Donc, j'ai fait du terrain. Et non seulement j'ai fait du terrain, mais j'ai fait d'une partie de ma carrière une réflexion sur le terrain, sur ce que c'est que l'expérience anthropologique au sens concret du terme. Comment fabriquer des notes de terrain, comment procéder, comment interviewer, quelles sont les différences entre de l'interview et de groupe ou pas de groupe, qu'est-ce que c'est, comment on étudie un rite religieux, tous ces éléments que j'ai appris sur le tas, mais que j'ai essayé de transmettre au fil de nombreuses années comme professeur au département d'anthropologie sur les techniques d'enquête. Là aussi, juste un petit mot pour dire, quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années, il y avait ce cours de technique d'enquête qui allait être repris par un collègue, et lorsque ceci s'est produit, j'ai pris la dernière version que j'avais faite de ce cours, mes notes de cours, et je les ai transmises à cette personne en disant « Tu en fais ce que tu veux, mais voilà. » Donc, pour moi, ça aussi, c'est important. Peu importe ce que la personne qui reçoit fasse avec, mais c'était l'idée que il y a une expérience, ça se transmet de différentes façons. Donc, cours, et je peux vous dire que j'ai fait la même chose avec le cours sur l'Afrique. Parce que ce cours sur l'Afrique, je l'ai donné pendant des années, mais à un moment, après au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai quand même monté un cours sur l'Afrique sur Internet, que j'ai donné comme chargé de cours pendant 2 ans. Et quand j'ai terminé de le monter et de le donner, là aussi, j'ai trouvé, il y avait un étudiant ici au département qui travaillait sur l'Afrique, qui en mangeait de l'Afrique, et je lui ai donné le cours en lui disant, tu fais avec ça ce que tu veux, mais voilà, tu peux aussi t'en servir. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour faire de l'esbrouf, là, c'est pas pour me vanter, mais c'était plus profond que ça. Il y avait quelque chose là-dedans pour moi de donner et de la solidarité entre les individus, entre les humains. C'est fondamental. Et c'est fondamental dans tout ça. Dans les cours et les séminaires que j'ai donnés, un peu avant que je prenne ma retraite, des étudiants sont venus me voir un jour. Et pourquoi ils sont venus me voir moi, je ne sais pas, mais bon, probablement qu'il y avait quelque chose là-dedans. Les étudiants sont venus me voir un jour, un groupe d'étudiants, qui m'ont dit, nous, là, on est intéressé par de discuter entre nous, puis on aimerait ça avoir quelqu'un qui peut nous piloter un peu sur les travaux de Hannah Arendt. Moi, là, j'enseigne à ce moment-là. Je suis enseignant plein temps. Et ce petit groupe d'étudiants un peu activistes, qui voulaient vraiment... et très, très impliqués aussi, dont certains, d'ailleurs, sont devenus des chercheurs, et font des études fort intéressantes. Et il y avait là-dedans, je ne sais pas, ils étaient peut-être 7, 8, 10, là, qui s'étaient réunis, groupés, sous la férule d'un leader qui vraiment, et ils en voulaient. Et ce que je l'ai qualifié à ce moment-là de séminaire hors piste. Parce que c'était complètement en dehors de ma charge de travail. C'était pour aider et stimuler, puis on me demandait de le faire, c'était gratifiant aussi, ce séminaire sur Hannah Arendt. Alors, je me suis farci beaucoup de travaux que j'avais déjà vus d'Hannah Arendt pour faire cela. Donc, tout ça est très important. Je reviens aussi sur les cours sur l'Afrique. Quand j'ai donné les cours sur l'Afrique ici, pendant des années, ce que je faisais, c'est le jour même où je donnais le cours, j'allais sur Internet, je regardais ce qu'on disait sur Jeune Afrique, je regardais ce qu'on disait dans les journaux, et je prenais un fait divers ou un bon, je sais pas, l'Ebola ou les gens qui se battent en Somalie, et puis je prenais ce fait-là du jour même, et je venais en classe,
et je disais aux étudiantes, aux étudiants, voici aujourd'hui ce qu'il y a. Et qu'est-ce que l'anthropologie peut faire pour comprendre ça? Et je partais de là. L'idée, encore une fois, c'est l'ancrage. C'était pas rien que de réfléchir comme intellectuellement, puis avec mes compétences, mes expériences, mais essayer de montrer comment l'anthropologie était utile maintenant. Et qu'elle était utile pour avoir une perspective citoyenne. Et là aussi, ça m'amène à la réflexion suivante que je me suis souvent faite et que je vois dans le contexte dans lequel on est. Beaucoup d'étudiants maintenant, beaucoup de gens ont accès à l'information de façon discontinue à travers des bits of information. Hein? Et plus ça va, puis moins les gens sont capables de faire des liens. Et ça, pour moi, si on ne fait pas de lien, on ne peut pas être un citoyen compétent et adéquat.